Qui ne connaît pas Marc Dutroux? Pédocriminel dérangé, meurtrier sanglant, la Belgique entière s'est immédiatement sentie soulagée à sa condamnation. Mais alors que la police pensait en avoir enfin fini avec lui, il parvient à s'échapper. S'il n'est en fuite que quelques heures seulement, son évasion bouleverse la Belgique et son système politique. Retour sur la recherche du criminel le plus redouté et détesté de l'histoire belge. Vous écoutez Devoir d'enquête, Dutroux s'évade, l'incroyable cavale, première partie. Neuchâteau, petite ville de 7000 habitants, nichée au cœur de l'Ardenne belge. Tout semble normal ce 23 avril 1998. Le vieux palais de justice trône majestueusement au centre de la cité. Tout n'est que calme et sérénité, comme si rien ne pouvait perturber l'ordre immuable des choses. Pourtant, 18 mois plus tôt, Neuchâteau bascule dans la tourmente. L'affaire Dutroux explose. Marc Dutroux, un carolo de 39 ans, vient d'être arrêté pour l'enlèvement, le viol, la séquestration et l'assassinat de plusieurs jeunes filles. L'opinion publique est sous le choc. On cherche des commanditaires. On parle de réseaux pédophiles satanistes. À Neuchâteau, la foule est venue lyncher le bourreau de Marcinelle. Été 1996, Neuchâteau est sur pied de guerre. À chaque comparution de Dutroux, on mobilise des moyens exceptionnels. L'ennemi public numéro 1 a droit à un dispositif de sécurité digne d'un chef d'État. La cellule Dutroux pense qu'on a affaire à un réseau et qu'en plus, il y a un risque qu'il y ait une action externe pour le tuer et pour qu'il ne parle. Donc, pour éviter ce genre de choses, on met les moyens. Vincent Léonard, ancien responsable sécurité du méga-district Neuchâteau-Marche. Il y a un véhicule blindé, l'escadron spécial d'intervention, donc ça c'est dans un premier temps. Une présence de plus ou moins 10 gendarmes à l'extérieur avec des barrières nadars. Donc on crée un sas lorsque Dutroux rentre avec le véhicule blindé. Donc il rentre au début par l'avant du palais et ensuite on le fait rentrer par l'arrière du palais parce que c'est plus sécurisé. Non, vraiment, on a une analyse de la menace, d'une menace relativement importante et probable. Une fois par mois, Dutroux fait la navette entre la prison d'Arlon et le palais de justice de Neuchâteau. Mais depuis avril 1998, le rythme va nettement s'accélérer. Le détenu est présent tous les jours. Comme la loi l'y autorise, il a demandé à consulter son dossier. Et cette lecture ne peut se faire qu'à Neuchâteau. Les transferts et la garde de Dutroux sont organisés par la gendarmerie d'Arlon. Le capitaine Léonard du district de Neuchâteau-Marche est quant à lui en charge de la sécurité autour du palais de justice. Il gère les arrivées de Dutroux depuis l'éclatement de l'affaire. Voilà 18 mois que l'ennemi public numéro 1 est sous les verrous. Aux abords du palais, la foule en colère a disparu. Aucun réseau ne s'est manifesté pour libérer ou exécuter Dutroux. Petit à petit, il est devenu un détenu presque comme les autres. Pour le regarder lire, on avait estimé que 2 gendarmes suffisaient, et ce qui est en fait la norme. Pierre van der Missen, ancien membre de la cellule Dutroux-Neuchâteau. Dutroux n'est pas un athlète particulier, il n'est pas 3e dan de karaté. Il n'est pas connu pour des évasions, il n'est pas connu pour être hostile ou violent vis-à-vis des forces de l'ordre. L'équipe de gendarmes qui s'occupe de moi est constituée de 2 ou 3 hommes. Depuis quelques jours, environ 15, il n'y avait plus que 2 hommes affectés à ce service. Ce jour-là, Marc Dutroux scrute chacun des gestes de ses 2 gardiens. Les gendarmes Angélinus et Bouvy. Il cherche la faille. Il sent qu'il peut tenter quelque chose. Ce matin, en arrivant au palais, j'avais envie et pas envie de m'évader. Si c'était pas aujourd'hui, j'aurais pensé demain. Vers 3h moins le quart, l'occasion s'est présentée.
Il était cette fois décidé de passer à l'acte si les choses se présentaient bien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Normalement, Dutroux, lorsqu'il avait terminé de lire un dossier, il prévenait le gendarme, il se levait, il déposait le dossier sur la chaise et il venait se rasseoir. À ce moment-là, le gendarme sortait, donnait le dossier à son collègue qui allait l'échanger. Ce jour-là, Dutroux s'est levé. Au lieu de déposer le dossier, il s'est présenté devant le gendarme s'est levé, a pris le dossier dans les mains, il s'est retourné, l'autre gendarme a ouvert la porte et à ce moment-là, Dutroux a poussé le premier gendarme sur le deuxième, ils sont tombés, il a saisi l'arme du gendarme et il s'est enfui en courant, en suivant ce chemin. Mon cœur battait à 150. Tout ça s'est passé en 1 seconde, à tel point qu'il n'aurait pas pu avoir le temps de réagir. Je ne me suis pas retourné pour voir comment il réagissait. Grâce à l'effet de surprise, Dutroux parvient à s'enfuir à toutes jambes dans le dédale des ruelles de Neufchâteau. Je regarde par la fenêtre, je vois un monsieur qui court, un gendarme derrière lui. Au début, je ne savais pas si c'était Dutroux. Quand il a approché près de chez moi, je me suis dit Dutroux. Je n'ai pas réfléchi, je cours après lui. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Dans les mains, il n'a rien dans les mains. Mais il avait une arme normalement. Non, à ce moment-là, il n'en avait pas. Non, vous saviez s'il avait une arme ou pas? Non, je ne sais même pas. Donc il court, vous le suivez, il y a d'autres personnes qui courent avec vous? Il y a le gendarme qui court après moi, et derrière moi, et il crie toujours. Et il vous rattrape le gendarme? Non, on a été loin. Quand la rage Badri parvient à son niveau, Dutroux le menace du pistolet qu'il vient de voler au gendarme, le forçant à se replier. Le criminel s'empare ensuite d'une voiture en braquant son conducteur. Il s'enfuit et disparaît dans la nature. Là, je ne le vois plus. Et qu'est-ce qu'il fait? Et lui, il croit que je ne le vois plus. Et là, il se cache là, il rentre là-dedans. Alors, il va derrière derrière l'escalier ou le mur. Là, en tout cas, il s'est couché là. Il ne peut être qu'ici. Il ne peut pas aller plus loin. Ouais. Au seul moment que je regarde le gendarme, et lui s'est levé, il m'a pointé. Dutroux s'est levé, ouais. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a rien dit, il m'a son mot, ça veut dire barre-toi. Avec l'arme? Ouais. Alors moi là, j'ai dit au gendarme, sauvez-vous, il est armé. Et je suis parti. Alors moi je cours, Dutroux derrière moi et le gendarme derrière Dutroux. Donc la voiture, la Renault, elle vient de là? Oui. Dutroux, ce moment-là, il vient ici, il arrête, il se met devant lui, il arrête, oui. Et il fait descendre, il voulait le faire descendre, il n'a pas voulu. Après, il lui a montré l'arme et l'autre est descendu. Et puis Dutroux avec la voiture? Après, Dutroux avec la voiture, il a pris la direction à Arlon. Après, il est parti. Je suis parti par les petits chemins au hasard. Je ne sais plus quelle ville ou village j'ai traversé. J'ai pris les petits chemins au pifomètre. Ce 23 avril 1998, le premier maréchal des logis Petit se rend à la brigade de Neufchâteau. Il doit y assurer la permanence téléphonique jusqu'à la nuit. Une journée en tout point pareille à une autre, croit-il. Je descendais à pédestrement de mon domicile et j'effectuais la poste 1522. Et quand j'arrive à proximité de la brigade de gendarmerie de Neufchâteau, il y avait des voitures qui circulaient qui allaient partout. Il y a une voiture qui monte vers l'Onglier et le convoyeur me dit « Dutroux s'est évadé ». Comment vous réagissez? Dutroux s'évade de chez vous, gendarme de Neufchâteau? Il ne s'est pas évadé de la gendarmerie, il s'est évadé du palais de justice où il lisait son dossier. Et là, c'était impossible. Personne n'y croyait. Moi, personnellement, je n'y croyais pas. Je ne dis pas que c'était la fin du monde, mais c'était tout comme. Ce jour-là, le capitaine Donneux coordonne toutes les opérations du méga-district Neufchâteau-Marche-en-Famenne. Une journée sans problème particulier pour ce jeune officier. Quand soudain, la radio de la brigade transmet l'incroyable nouvelle. On apprend la nouvelle et on essaie d'en savoir plus. Et ça, c'est d'abord un premier problème, c'est d'avoir une information correcte de ce qui s'est passé. Donc, à un moment donné, c'est un peu le chaos, il faut reconnaître. Et donc, très rapidement, dans ce genre d'événement, il faut essayer de rattraper la main. Ce qui n'est pas, en soi, déjà facile. C'est le branle-bas de combat. L'alerte nationale est lancée. Par tous les moyens, il faut intercepter la Mégane grise avec laquelle Dutroux a pris la fuite. Frontière bouclée, on contrôle tout. Les grandes routes comme les petites, les hélicoptères de la gendarmerie quadrillent le ciel. Même la force aérienne est prête à intervenir. C'est du jamais vu. Donc les forces ont été déployées directement et très rapidement, on demande aux équipes, dès qu'on peut régler le chaos, comme je vous expliquais au début, on ne sait pas qui est sorti, les gens
parle à la radio, coupe la radio. C'est le pire moment, évidemment, parce que ce chaos pouvait bénéficier à Dutroux. L'évasion de Dutroux, Michel Demoulin n'en revient toujours pas. C'est lui qui avait fait craquer Dutroux 18 mois plus tôt. Après un interrogatoire serré, le bourreau de Marcinelle lui avait avoué détenir 2 filles dans une cave secrète, à Charleroi. Le 23 avril, j'étais en enquête à Charleroi et nous reprenions la route de Neufchâteau. En roulant, on est tombé sur plusieurs barrages de gendarmerie qui avaient été mis en place et nous avons appris comme ça que Dutroux s'était évadé. Votre Dutroux s'est évadé? Ce n'est pas mon Dutroux, c'est le Dutroux du dossier, mais effectivement, celui que j'interrogeais s'est évadé et... Pour moi, c'était quand même, c'était invraisemblable. C'était invraisemblable. À Bruxelles, comme chaque jeudi, à la Chambre et au Sénat, c'est jour de réunion plénière. André Flahault, le ministre de la fonction publique, est assis aux côtés de Jean-Luc Dehaene, le Premier ministre. Ils s'apprêtent tous deux à répondre aux questions des sénateurs. J'entends à un certain moment le Premier ministre Jean-Luc Dehaene, dont on connaissait le tempérament assez fougueux, s'exprimer au téléphone, jurer, et puis finalement raccrocher. Et à ce moment-là, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe, puisque c'était quand même assez exceptionnel dans une enceinte parlementaire, et surtout sans s'adresser à un parlementaire, ni dans un débat. Et il me dit, Dutroux s'est évadé, mais tu t'es ta gueule, hein, qu'il me dit. Le secret ne va pas pouvoir être gardé bien longtemps. L'incroyable nouvelle se répand parmi les sénateurs. La confusion est telle que les travaux de l'Assemblée sont suspendus. Témoin direct de cet événement hors norme, Sabine Brelet, comme chaque jeudi, suit les débats parlementaires pour le JT de la RTBF. Passé 15 heures, il y a quelques journalistes qui commencent un petit peu à courir dans tous les sens. Et la rumeur s'étend, Marc Dutroux s'est évadé. Stupéfaction, on n'y croit pas. On se dit c'est une blague de journaliste au départ. Et donc, première chose que je fais, je téléphone à la rédaction et je dis est-ce que vous avez entendu dire Marc Dutroux s'est évadé? Là, on nous rit au nez, on nous dit mais non, c'est une blague, c'est pas possible. Pourtant habituée aux célèbres accès de colère de Jean-Luc Dehaene, Sabine Brelet va se retrouver face à un Premier ministre tel qu'elle ne l'avait encore jamais vu. Et là, qu'est-ce que je vois arriver? Un Jean-Luc Dehaene qui déboule comme une furie. En fait, il descend des escaliers du Sénat pour se rendre à la Chambre et débouler dans l'hémicycle. Et moi, je lui cours après et je dis, Monsieur Dehaene, votre réaction, Marc Dutroux s'est évadé, qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne dit évidemment rien. Mais il savait déjà. Il savait parce qu'apparemment, il avait été informé pendant la séance au Sénat. De vous annoncer la façon dont les choses se sont passées. Philippe Mahou, le président de séance au Sénat, vient lui de déclarer... Dans une certaine confusion, caméra et micro partent à la chasse aux déclarations. Parmi les premiers à s'exprimer en direct, Gino Rousseau, le père de Mélissa, morte de faim dans les caves de Dutroux. À Neufchâteau, c'est toujours la bousculade. Je ne saurais pas vous dire. Le juge Langlois et le procureur du roi Bourlet, en charge du dossier Dutroux, sont revenus dardard au palais. C'est incroyable. Aucune info ne filtre. Il semble chaos debout. Alors que la traque du fugitif se poursuit, au quartier général de la gendarmerie à Bruxelles, les officiers supérieurs présentent la future réforme des polices, comme si de rien n'était. Le capitaine Van der Smissen de la cellule d'enquête du trou de Neufchâteau assiste à l'exposé. Il ignore tout de ce qu'il se passe à l'extérieur. Je me rappelle, on était énormément d'officiers présents dans l'ancienne salle de cinéma du quartier Couronne au caserne à Etterbeek. Et on a vu une agitation parmi les orateurs. Donc c'est tous des hauts gradés de la gendarmerie de l'époque qui sont là devant. Quand ça a été terminé, je suis rentré vers la caserne juste à côté qui est la caserne de Witt de Halen. Et au moment où je rentre dans la caserne de Witt de Halen, je vois une colonne tout à fait anormale de véhicules qui est composée sur l'allée centrale, tous des véhicules rapides. Et puis je croise un officier que je connais bien, Didier Govars, et je lui dis, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et là, il m'annonce, il s'est évadé. Je dis, mais qui s'est évadé?
Marc Dutroux, il s'est évadé. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et donc, j'ai demandé si c'était vraiment vrai. Et ça m'a été confirmé. Il dit, oui, on va à Neuchâteau. Et comme je travaillais habituellement à Neuchâteau, donc là, j'ai décidé d'y aller également, de rejoindre avec mon véhicule personnel mon poste de travail habituel qui était à ce moment-là à Neuchâteau. Vous avez été vite. Sur place. Vous avez été vite sur place. Oui, j'ai roulé aussi vite que ma voiture me le permettait en fait. L'individu est en tenue prisonnier, il a des baskets blanches, des lunettes vertes, il porte la moustache, plus de barbe, il serait armé donc comme d'un GP mais dont le chargeur est dégarni, et il est seul dans Mais le où véhicule. est donc Marc Dutroux? Malgré la mobilisation générale des forces de police et de gendarmerie, l'homme le plus haï du royaume court toujours. À la cellule d'enquête de Neuchâteau, on essaie de garder la tête sur les épaules. Alors quand j'arrive à Neuchâteau, directement, je cours dans la salle où il y avait une réunion pour me faire expliquer ce qu'il en était. Maintenant, le plus urgent, c'est, bon, il est parti, où est-il susceptible d'aller? Moi, j'ai donné un petit peu tout ce que je pensais, avec mon hypothèse qui était pour moi la plus forte, c'était qu'il essayait simplement de rouler un peu les forces de l'ordre et qu'il allait disparaître dans la nature quelque temps pour se représenter à la prison et montrer qu'il était quand même le plus fort d'un système. En tout cas, cette hypothèse-là tenait parce que ça correspondait tout à fait à sa personnalité. Dutroux est un carolo, c'est pas quelqu'un qui connaît les forêts de nos Ardennes, donc on se dit probablement qu'il est caché quelque part. Ou bien il profitait directement du chaos, ou bien il se cachait, il se terrait et il attendait éventuellement des membres lui favorables, un complice qui pouvait venir éventuellement venir le rechercher. Quand j'arrive à Neuchâteau, je rejoins la cellule d'enquête et donc je monte au premier étage pour aller prendre des instructions et voir ce que je peux faire pour donner un coup de main auprès du chef de la cellule d'enquête, le major Guissard. Et au moment où je monte l'escalier, juste en face de l'escalier, il y avait un petit local qui nous servait de cafétéria et qui se trouve dans la cafétéria à ce moment-là, le procureur du roi, M. Bourlet, et le juge d'instruction Langlois avec une mine jusque par terre. Et voilà, moi j'arrive un peu avec l'adrénaline, j'ai roulé assez vite pour rejoindre, etc., pour voir ce qui se passe, donc avec un peu d'adrénaline, et je dis, vous inquiétez pas, on va vous le retrouver. Quand je vois mon patron et que je lui dis, mon colonel, bon, il y a eu un petit flottement au départ, mais bon là, on a la chose en main, tout est... Il dit, tu rigoles, tout va bien, tu rigoles, on parle déjà de démission de ministre. Là, on est évidemment choqué, mais je veux dire, on continue son travail. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Devoir d'enquête est un podcast d'Initial Studio, adapté du programme audiovisuel éponyme produit par la RTBF. Cet épisode a été réalisé par Emmanuel Allard et Jean-Michel Dehon. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Ligère. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Emmanuel Rebinder.